Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette première matinale de Mescar de l'année 2024. Il est encore temps pour nous, au nom de toutes les équipes du groupe, de vous présenter nos meilleurs vœux, de bonne santé d'abord, de réussite dans vos projets, qu'ils soient personnels, professionnels et bien sûr d'investissement. Le programme de ce matin est chargé, il s'agit de faire le point et de partager avec vous, notre vision de la situation macroéconomique, des perspectives d'investissement sur les marchés cotés en particulier pour les prochains mois. Pour cela, je suis accompagné de Damien Charlet, qui est directeur de la gestion sous mandat chez Mandarin Gestion. Bonjour Damien. Bonjour. Avant de te laisser la parole, Damien, je vais faire 2 points d'actualité importants concernant notre groupe et nos clients. Le premier concerne notre société de gestion. Comme vous le savez probablement, Mescar Asset Management est la filiale de gestion d'actifs, de fonds et de gestion sous mandat pour le compte de notre clientèle. Et l'an dernier, le groupe LFPI a fait l'acquisition de la société Mandarin Gestion. Et nous avons le plaisir, depuis le 1er janvier, d'avoir regroupé ces 2 activités. Et donc, désormais, notre pôle de gestion d'actifs, dont Damien fait partie, a doublé de taille, puisqu'il compte maintenant une centaine de collaborateurs, près d'une 50aine de gérants pour à peu près 6 milliards d'actifs, et est présent sur l'ensemble des grandes classes d'actifs cotés, les actions, les obligations, la gestion diversifiée et bien d'autres solutions encore pour les investisseurs. Donc, on est absolument très heureux d'accueillir ces équipes et que ce projet prenne forme au bénéfice de nos clients. La deuxième actualité concerne également nos clients, puisque dans le courant du premier trimestre, on aura le plaisir de leur mettre à disposition de nouvelles solutions digitales pour consulter et actualiser et travailler sur à la fois leur patrimoine et leur portefeuille. Donc, je n'en dis pas plus, mais voilà, ayez à l'esprit que nous communiquerons très prochainement vers vous sur ces évolutions importantes qui concernent votre vitrine, j'allais dire, de consultation de vos avoirs chez Mescar. Et on sera ravis de vous accompagner dans ces évolutions importantes. On espère bien entendu que vous apprécierez à la fois les nouvelles solutions d'investissement que nous ne manquerons pas de vous proposer suite à l'arrivée de Mandarin dans le groupe et bien entendu nos nouvelles solutions digitales également. Ces 2 annonces étant faites, place aux perspectives de marché, inflation, baisse des taux, ralentissement économique, les risques, les opportunités. Damien, c'est à toi. Merci. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous retrouver après notre précédent point qui avait eu lieu au mois de septembre. Alors évidemment, les sujets que l'on va traiter sont un peu similaires. Alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais effectivement, on va parler beaucoup d'inflation, on va parler de salaire, on va parler de croissance économique, et puis évidemment, on va parler de marché financier et de perspectives sur les différentes classes d'actifs. Alors, l'année 2023 a été étonnante à certains niveaux et puis peut-être un petit peu moins sur d'autres. D'abord, au niveau économique, vous voyez qu'on a des PIB, notamment aux États-Unis, qui ont très très bien résisté en 2023, avec une croissance sur le dernier trimestre aux États-Unis de 2,9%. Clairement, au début de l'année, et encore au mois de septembre, c'était pas du tout les chiffres qui étaient dans les cartes. Les investisseurs s'attendaient plutôt à un ralentissement économique, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Alors en Europe, ce ralentissement, il a eu lieu, puisqu'on termine l'année à 0 sur le dernier trimestre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément concerne l'inflation. Et là, pour le coup, c'est beaucoup moins surprenant puisque ça faisait déjà un certain nombre de trimestres qu'on anticipait pour notre part une baisse assez rapide de l'inflation. Et comme vous le voyez, depuis le pic atteint en 2022, l'inflation a très fortement baissé puisqu'on est passé de 10 à un peu moins de 6% au niveau mondial. Et si on regarde même au niveau plus précisément des pays occidentaux, on a une inflation qui est passée de 10 à, aux États-Unis et en Europe, autour de 3-4%. Donc évidemment, la baisse de l'inflation, c'est une très bonne nouvelle. Alors, ces 2 principaux événements se sont traduits sur les actions et sur les obligations par des hausses assez nettes, puisque en fait, avec une croissance de PIB qui résiste bien et une inflation qui baisse, on se retrouve à peu près dans un scénario idéal, et ce qui se traduit par, aux États-Unis, une hausse des principaux indices de plus de 20%,
En Europe, une hausse de l'Eurostoxx de 10%. Alors, reste le point noir dont on parlera tout à l'heure, qui est le marché chinois, qui encore cette année, enfin encore en 2023, a vécu une année noire, hein, avec des indices actions qui ont perdu pratiquement 20%. Au niveau des obligations, ben, la baisse de l'inflation a fait son œuvre. Et comme nous l'espérions, nous avons eu une très bonne année obligataire avec des obligations à haut rendement qui ont augmenté de 12% l'année dernière, avec, on le voit bien, une très très nette accélération en novembre et décembre, aussi bien pour le haut rendement pour l'investment grade, ce qui a permis à l'investment grade de monter de 8% sur l'année, ce qui là aussi est une performance assez remarquable pour la classe obligataire. On rentrera là aussi un petit peu dans les détails tout à l'heure. Bon, aujourd'hui, le scénario de marché des investisseurs est relativement optimiste, hein. Si vous regardez sur le graphique de gauche, les marchés, que ce soit les marchés actions ou les marchés obligataires, réagissent depuis plusieurs années à une information en particulier, c'est l'évolution des taux d'intérêt. Les marchés n'aiment pas quand les taux d'intérêt montent et les marchés aiment bien quand les taux d'intérêt baissent. Bon, aujourd'hui, vous voyez que les investisseurs, notamment aux US, dont on va évidemment beaucoup parler parce que c'est le marché directeur, sont pratiquement 100% à penser que les taux baisseront en 2024. Bon, la logique derrière ça, évidemment, c'est que comme l'inflation baisse, les banques centrales devraient pouvoir baisser les taux d'intérêt après les avoir très très fortement augmentés en 2022 et en 2023. La deuxième chose, si vous regardez le graphique de droite, c'est que au niveau croissance économique, là aussi les investisseurs sont assez optimistes. Vous voyez que au début de 2023, les investisseurs étaient 57% à penser qu'il y aura une récession aux États-Unis, ce qui explique pourquoi la surprise que je mentionnais au début de la présentation était d'autant plus forte. C'est que clairement les investisseurs pensaient qu'avec les hausses de taux d'intérêt, on aurait une récession aux États-Unis. Aujourd'hui, les investisseurs ne sont plus que 27% à penser qu'il y aura une récession en 2024. Donc clairement, on a un contexte où les investisseurs sont plutôt optimistes sur les perspectives 2024, aussi bien en matière de croissance qu'en matière d'évolution de l'inflation. Donc on a un scénario qui se dessine en 2024 pour les investisseurs qui est, encore une fois, assez favorable, aussi bien sur la classe action que sur la classe obligataire. Donc, on a estimé qu'il fallait quand même faire un petit rappel. Alors, ce graphique-là, je pense qu'un certain nombre d'entre vous l'ont déjà vu, mais le graphique de gauche présente l'évolution des politiques monétaires de la Banque centrale américaine sur la courbe orange. Quand la courbe orange monte, ça veut dire que les taux d'intérêt montent aux États-Unis et que les banques centrales montent les taux d'intérêt. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'à chaque fois qu'il y a une forte période de hausse de taux d'intérêt, ça se traduit par une récession. La récession, ce sont les bandes rouges qui sont affichées sur ce graphique. Bon, c'est arrivé à peu près à chaque fois. La seule exception, c'est 1995, période où il y avait eu des hausses de taux, mais il n'y avait pas eu de récession. Donc aujourd'hui, on est quand même dans un scénario, là, je souligne encore, hein, relativement optimiste, puisqu'on a eu une hausse de taux comme on n'en avait jamais vécu depuis pratiquement 40 ans, et pourtant les investisseurs n'anticipent pas de récession aux États-Unis. Parallèlement à ça, on a des banques centrales qui, en plus, réduisent la liquidité sur les marchés en diminuant la taille de leur bilan. Pour faire très simple, vous voyez que ces dernières années, les banques centrales ont très largement augmenté leur bilan parce que elles ont été actives sur les marchés financiers en achetant des obligations et en finançant les États. Ça veut dire qu'elles ont injecté des liquidités dans l'économie. Depuis 1 an et demi, les banques centrales réduisent la liquidité. Et évidemment, quand on réduit la liquidité, on contraint un peu les financements, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers. Donc, on rajoute une couche de contraintes sur l'économie. Donc, en théorie, ces deux éléments mis bout à bout doivent se traduire par des ralentissements économiques, puisqu'évidemment, quand on monte les taux d'intérêt et qu'on réduit la liquidité, on rend l'argent plus cher et on rend le crédit plus cher. Donc, les investisseurs investissent moins, les entreprises font moins de dépenses d'investissement et les consommateurs, en théorie, s'endettent moins, donc consomment moins. Alors, au niveau européen, la logique a été bien respectée puisqu'on voit que
Les indicateurs avancés que vous avez sur le graphique de gauche se sont fortement dégradés depuis 18 mois, passant sous la barre fatidique des 50, qui marque la frontière entre de la croissance et de la décroissance. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, en zone euro, et c'est le cas depuis déjà plusieurs mois, sur la partie industrielle, on est à 49, et sur la partie service, on est à 44. Pardon, excusez-moi, c'est l'inverse, on est à 44 sur la partie industrielle et à 48 sur la partie service. Ça veut dire que l'économie européenne est en ralentissement déjà depuis plusieurs mois, et on en connaît là. Une des principales causes, c'est que, comme je l'ai mentionné, la hausse des taux a provoqué un effondrement des crédits, ce que vous avez sur la partie droite. Donc, le consommateur européen commence à souffrir, même s'il tient encore relativement bien. Mais en tout état de cause, la logique des hausses de taux s'est répercutée sur l'économie et l'économie européenne a très clairement ralenti, ce qui a amené la BCE à nouveau réduire ses prévisions de croissance pour la zone euro, avec une croissance économique qui, sur l'année intégrale 2023, est tombée à 0,6%, et sur 2024, la BCE ne prévoit plus que 0,8% de croissance et 1,5% de croissance en 2025. Donc, c'est de la croissance, certes, mais c'est de la croissance quand même relativement faible. Alors, la bonne nouvelle, et c'est l'objectif des hausses de taux d'intérêt, hein, les hausses de taux d'intérêt, elles ont comme objectif de faire baisser la croissance pour baisser l'inflation. Et donc, là aussi, la logique est respectée. En Europe, la baisse de croissance se traduit par une baisse de l'inflation. Et la BCE, en même temps qu'elle a réduit ses prévisions de croissance, a réduit ses prévisions d'inflation. Et même assez fortement réduit ses prévisions d'inflation, puisqu'en 2024, maintenant, les attentes sont de 2,7% d'inflation sur l'année, ce qui est très nettement inférieur aux prévisions précédentes. Et en 2025, on devrait être aux alentours de 2,1, ce qui est l'objectif de la BCE. Bon, on fera une petite parenthèse pour dire que la croissance en zone euro c'est fortement réduite en 2023, mais c'est en particulier l'Allemagne qui a souffert, puisque l'Allemagne a vu son PIB se contracter de 0,3% en 2023, et qu'en zone euro, on a quand même un petit sujet allemand, puisque l'Allemagne a construit son économie autour des exportations et d'industriels, et que ce sont les deux, la grande famille économique qui souffrent le plus actuellement, puisque les exportations souffrent de la mauvaise tenue de la Chine, et que l'industrie, d'une manière générale, dans le monde entier, est plutôt en difficulté par rapport aux services. Bon, j'allais dire, la bonne nouvelle, c'est que la zone euro, qui a fortement ralenti, en général, est assez molle à la hausse comme à la baisse. Donc, vous voyez là, sur la durée, si on prend des moyennes un peu longues, la croissance économique en zone euro tourne autour de 1%. Et vous voyez que quand il y a des récessions, sauf cas exceptionnels, c'est-à-dire crise financière en 2008-2009 et Covid en 2020, bon, en général, quand il y a des récessions en zone euro, c'est jamais très, très violent. Et la deuxième chose qui est un petit peu plus fondamentale et qu'on retrouvera sur les autres zones géographiques, sujet dont on va parler plusieurs fois au cours de cette présentation, ce sont les salaires réels qui sont le sujet numéro 1 pour le consommateur et un vrai sujet aussi pour les banques centrales. En zone euro, vous voyez que les salaires réels sont repassés positifs. Alors, les salaires réels, c'est l'écart entre les hausses de salaire et l'inflation. Donc, très, très simplement, quand vous avez des salaires réels positifs, ça veut dire que les hausses de salaire sont supérieures à l'inflation, ça veut dire que vous avez des gains de pouvoir d'achat. Et à l'inverse, évidemment, quand vous avez plus d'inflation que de hausse de salaire, vous avez des pertes de pouvoir d'achat. Et vous voyez sur le graphique de gauche que les années 2021, 22 et 23 ont été marquées par des pertes de pouvoir d'achat, surtout en zone euro, et qu'on commence enfin à retrouver des gains de pouvoir d'achat en zone euro et dans toutes les zones. Donc ça, évidemment, ça sera un soutien fort pour la consommation. Et la deuxième chose, c'est que, mais les deux sont liés, c'est qu'on a un taux de chômage en zone euro qui est faible et qu'a priori, pour l'instant, compte tenu des difficultés que les entreprises ont eues à recruter ces dernières années, elles y réfléchissent à 2 fois avant de licencier. Donc, on a un taux de chômage qui, pour l'instant, malgré le ralentissement économique, ne remonte pas vraiment. Donc, un marché de l'emploi qui est résistant et qui sera synonyme, sans doute, pour l'instant en tout cas, de salaires relativement résistants. Alors,
je disais que les banques centrales étaient très attentives au salaire. Alors, la Banque centrale européenne est particulièrement craintive en ce qui concerne des hausses de salaire trop fortes parce que, évidemment, quand il y a des hausses de salaire, ça peut générer de l'inflation. Et aujourd'hui, la Banque centrale européenne en particulier, déclare au marché qu'il ne faut pas s'attendre à des baisses de taux d'intérêt avant l'été prochain parce qu'elle attend de voir quelles seront les hausses de salaire en avril et mai en Allemagne et dans le reste de la zone euro. Donc, le sujet des salaires sera un sujet que, évidemment, nous allons surveiller de près, mais que la Banque centrale européenne également regarde de très près pour vérifier qu'il n'y ait pas une boucle prix-salaire qui s'enclenche. Mais aujourd'hui, clairement, ce n'est pas le cas. Les salaires ne dérapent pas et au contraire, ils sont plutôt après avoir enregistré un pic, sont en train de repartir un petit peu à la baisse. En tout cas, les hausses de salaire sont en train de repartir un petit peu à la baisse. Et j'ai souhaité vous montrer aussi ces éléments-là, puisqu'on parle de salaire, mais on parle surtout de confiance du consommateur, puisque la consommation dépend de manière étroite de la confiance du consommateur. Et ces graphiques-là montrent juste une chose très importante, mais qui est très naturelle, c'est la corrélation très forte qu'il peut y avoir entre les salaires réels et la confiance du consommateur. Alors, vous avez tous les pays européens, et on voit qu'il y a une très, très forte corrélation, et que les hausses de salaires réels provoquent un rebond de la confiance du consommateur, ce qui pour nous sera un élément de résistance de la croissance de l'économie européenne en 2024. Alors maintenant, passons au sujet de la Chine, et où l'on retrouve le sujet de la confiance. On a intitulé la partie sur la Chine, la confiance perdue, parce que vous voyez sur le graphique de droite qu'effectivement, on a un vrai sujet sur la confiance du consommateur chinois qui s'est littéralement effondré depuis 2022. À un sujet qu'on n'avait jamais connu en Chine. Alors, le problème de la Chine, il est multiple. Bon, la confiance des consommateurs, elle s'est effondrée pour plusieurs raisons. La première, c'était un sujet de confinement. Hein. Vous savez que l'économie chinoise est restée fermée pendant beaucoup plus longtemps et de manière beaucoup plus stricte que les économies occidentales. Et sur la fin, ça a commencé à peser sur la confiance des consommateurs. La deuxième chose, c'est que cette fermeture de l'économie a provoqué une très nette baisse de croissance, évidemment. Et cette très nette baisse de croissance, quand l'économie s'est rouverte avec une confiance des consommateurs très faible, ça a un peu cassé la dynamique. Et la croissance chinoise, aujourd'hui, a du mal à repartir. Et même si elle est supérieure à 5%, ce qui peut nous paraître énorme pour nous occidentaux, cette croissance de 5%, elle ne permet pas d'absorber tous les jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail, ce qui fait que le chômage des 16-24 ans est parti à la hausse très nettement ces dernières années, comme vous pouvez le voir sur le graphique de gauche. Alors même si le chômage au global n'est pas en hausse particulière, le chômage des jeunes augmente très nettement. Et donc ça, évidemment, c'est un sujet qui pèse sur la confiance. Et le deuxième sujet qui est très important et qui a fortement participé à la baisse de confiance et au manque de rebond, c'est le sujet résidentiel et c'est le sujet immobilier. Bon, là aussi, c'est un sujet qui n'est pas nouveau puisque les premiers événements immobiliers sont apparus en 2021 avec les difficultés des promoteurs immobiliers chinois. Alors aujourd'hui, ces problèmes ne sont pas réglés, mais c'est pas un sujet qui va provoquer l'explosion de l'économie chinoise. En revanche, là où c'est un peu plus problématique et où ça risque de durer quelques années, c'est que d'abord, le marché immobilier va prendre quelques années à être purgé. Et surtout, le deuxième sujet, c'est que l'immobilier représente une très grosse part du patrimoine des Chinois. Un chiffre très étonnant, c'est que 90% des ménages sont propriétaires de leur résidence principale, ce qui a comme conséquence que 60% du patrimoine des Chinois est dans le secteur immobilier. Donc évidemment, quand vous avez un secteur immobilier qui se casse la figure, ça se traduit par des prix en nette baisse et donc un sentiment d'appauvrissement de la population chinoise qui est très élevé. Et ce sentiment d'appauvrissement, il vient se cumuler à la mauvaise performance des marchés actions
chinois liés à la baisse de croissance, ce qui fait que vous avez un double impact sur le patrimoine des Chinois, qui fait qu'aujourd'hui, au lieu de consommer, ben, ils thésaurisent. Donc, le niveau d'épargne des Chinois a très, très nettement augmenté. La consommation baisse. Les derniers sondages qu'on a pu voir sur 2024 montrent qu'il n'y a pas de prévision de reprise de consommation en 2024 en Chine. Donc, la situation chinoise va demeurer sans doute assez compliquée, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, pour l'instant, on a du mal à voir ce qui va provoquer un vrai rebond de l'économie chinoise en 2024, à moins que le gouvernement se décide à faire des plans de relance vraiment massifs. Vous voyez sur le graphique de droite, qui est quelque chose qu'on appelle le credit impulse, c'est-à-dire la relance de l'économie par le crédit. Ben, la Chine, ces derniers mois, a fait assez peu de relance. Alors, ils ont fait quelques petites mesures par-ci, par-là, mais finalement, rien de très conséquent. Et donc, évidemment, l'économie, pour l'instant, a du mal à repartir. Alors, hier, le gouvernement a annoncé 2 mesures qui visent à redonner un peu de confiance. D'abord, ils ont annoncé une mesure assez étonnante qui est qu'ils vont acheter des actions sur le marché chinois. Ils ont a priori libéré 270 milliards de dollars pour soutenir le marché financier. Donc, comme première mesure, c'est assez étonnant, mais l'idée, c'est quand même de faire en sorte que les marchés chinois arrêtent de baisser. Et la deuxième mesure, c'est qu'ils ont annoncé une baisse des taux de réserve obligatoire des banques de 0,5%, ce qui est assez conséquent. Et l'idée derrière ça, c'est d'essayer d'encourager les banques à faire du crédit. Mais encourager les banques à faire du crédit quand le consommateur ne veut pas prendre de crédit, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, ce qu'on attend, et je pense que ce que les investisseurs attendent sur la Chine, c'est que le gouvernement injecte des liquidités dans le marché de manière beaucoup plus directe, c'est-à-dire des dépenses d'infrastructure et des chèques pratiques, enfin des chèques de manière directe ou indirecte donnés aux consommateurs. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, la croissance chinoise qui est attendue autour de 4,5% l'année prochaine, donc toujours en légère réduction. Pour l'instant, il n'y a pas de problème majeur, mais en tout cas, la Chine risque de ne pas jouer son rôle de moteur de l'économie mondiale l'année prochaine à nouveau. Maintenant, si on passe, à la zone la plus étonnante et sur laquelle peut-être il y a le plus d'interrogations, c'est les États-Unis. On repart évidemment sur la confiance du consommateur. Vous voyez sur le graphique de gauche que sur le consommateur américain est plutôt dans une situation confortable. On est sur des niveaux qui sont relativement élevés au niveau confiance du consommateur. Et pourquoi est-ce qu'on est à des niveaux élevés? D'abord, aux États-Unis, il y a eu moins de pertes de pouvoir d'achat, c'est-à-dire que les salaires réels ont été négatifs pendant une période assez courte. Et en plus, à des niveaux plutôt bas, hein, vous voyez que en fonction des niveaux de salaire, alors là, on a découpé les pertes ou les gains de pouvoir d'achat en fonction des revenus. Donc, les salaires les moins élevés ont très peu perdu en pouvoir d'achat. Vous voyez, c'est la courbe vert foncé, pendant que les salaires les plus élevés ont plus perdu. Alors, c'est un peu théorique, hein, parce qu'évidemment, quand vous avez un très gros salaire, peut-être que vos salaires n'augmentent pas, donc on a l'impression que votre salaire réel baisse, mais en revanche, une toute petite augmentation de salaire, en général, suffit à couvrir vos frais fixes. Donc en réalité, les très gros salaires n'ont pas perdu de pouvoir d'achat. Mais l'important, et ce qui est intéressant dans ces graphiques, c'est que surtout les bas salaires depuis quelques années ont vu leur salaire augmenter assez nettement. Et les bas salaires sont ceux qui ont le plus de flexibilité sur leur consommation. C'est-à-dire qu'un gros salaire, quand il va avoir une augmentation de salaire, il va pas forcément consommer plus. Alors que les salaires petits ou moyens, quand ils ont des hausses de salaire, ils ont tendance à consommer. Donc ça, c'est un des éléments qui explique pourquoi le consommateur américain a très très bien résisté. C'est que les bas salaires ont beaucoup augmenté. Donc, a priori, les bas salaires ont plus consommé et c'est ce qui a provoqué une très très forte résistance du consommateur américain. Les derniers chiffres encore au mois de décembre étaient assez étonnants, avec des hausses de 0,6% de la consommation réelle, hein, donc c'est de la consommation en volume, donc retraitée de l'inflation, sur le mois de décembre. Donc on a encore aujourd'hui une consommation qui résiste extrêmement bien aux États-Unis.
Et qui dit consommation qui résiste extrêmement bien, dit croissance économique. Hein, parce que la consommation, il faut bien avoir en tête que directement ou indirectement, c'est vrai aux États-Unis et c'est vrai dans les pays occidentaux, c'est un peu moins vrai en Chine, mais c'est 70 à 80% du PIB dans les différents pays. Donc, l'année dernière, on était parti avec des prévisions de croissance aux États-Unis pratiquement à zéro, hein, c'est ce qu'on disait au début de la présentation, pour finir à 2,4% sur l'année. Donc évidemment, des révisions à la hausse toute l'année. Et en 2024, évidemment, la base de comparaison devient plus élevée, donc c'est plus difficile de faire 1% de croissance quand on a fait 2% de croissance l'année précédente, mais on a encore une année 2024 qui est attendue très dynamique. Alors, le petit bémol, hein, c'est là qu'on va juste donner quelques éléments de risque sur les États-Unis, même si aujourd'hui, j'allais dire, on a assez peu d'éléments concrets pour dire que l'économie américaine présente des signes de faiblesse. Mais l'année dernière, une bonne partie de la croissance a quand même été soutenue par le déficit public. C'est-à-dire que vous voyez sur le graphique de droite la courbe bleue. Bon, les États-Unis ont eu 6% de déficit public l'année dernière. Ce n'est jamais arrivé en période de croissance qu'on ait des déficits aussi élevés. Hein. Et quand on a des déficits élevés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dette augmente. Et la dette, elle augmente très fortement aux États-Unis, alors que les taux d'intérêt sont élevés. Hein. Donc évidemment, la charge d'intérêt augmente d'autant plus vite. Hein. Et vous voyez sur le graphique de droite que la charge d'intérêt aux États-Unis, elle est en train d'exploser à la hausse. Ça a été le principal poste budgétaire en 2023. Et évidemment, ça va être un poste budgétaire très important en 2024. Donc, le sujet de la dette, même si aujourd'hui, il est en arrière-plan parce que l'économie va bien et donc on s'en soucie assez peu, c'est quand même un élément qu'il faut bien avoir en tête. Alors, c'est un sujet dont on parle assez régulièrement depuis quelques années, mais c'est vrai que la masse de dette a très nettement augmenté, les taux ont très nettement augmenté, donc la charge de la dette a très nettement augmenté. Et si jamais il commence à y avoir un peu de stress aux États-Unis, clairement, pour nous, c'est un sujet qui reviendra sur le devant de la scène. Donc, sujet à ne pas oublier, même si aujourd'hui, c'est pas la priorité. Bon, là, on surveille toujours quelques indicateurs. Comme on le disait au début, bon, quand les taux d'intérêt montent, normalement, l'économie ralentit. Alors, aux États-Unis, c'est pas encore vraiment le cas. Donc, on surveille un certain nombre d'indicateurs, notamment sur le marché de l'emploi, pour voir s'il y a de la détente ou si le marché de l'emploi reste très tendu. Alors, le marché de l'emploi se détend un petit peu, mais il reste quand même malgré tout extrêmement sain aux États-Unis pour l'instant. Il est encore à des niveaux de tension assez élevés. Mais bon, on a des premiers signes de détente, donc on va surveiller ça de près. Deuxième élément qu'on peut regarder un petit peu aussi, c'est par exemple les taux de défaut sur les crédits à la consommation. Vous voyez que en 2021-2022, on était tombé à des niveaux ridiculement bas parce que les consommateurs étaient soutenus par les gouvernements. On est revenu à des niveaux normaux. Les niveaux de défaut sur les crédits à la consommation augmentent, mais ils ne sont pas supérieurs à l'historique. Donc là, pour l'instant, non plus, pas de signal d'alarme particulier. Donc les États-Unis, pour l'instant, c'est vrai, le scénario d'un atterrissage en douceur, il est crédible. Il est très rarement arrivé. Donc on se méfie un petit peu, mais il est crédible. Dernier sujet, mais qui n'est pas des moindres, c'est le sujet de l'inflation. Alors, l'année dernière, on vous disait que nous, on ne croyait pas du tout à une inflation durable. Et effectivement, cette inflation a très nettement baissé. Hein, et à nouveau, les attentes sont à la baisse pour 2024. Donc, j'allais dire, de ce point de vue-là, tout va bien. Ils ont baissé parce que, bon, d'abord, il y a un sujet mécanique qui est que les bases de comparaison, quand on a 10% d'inflation une année, bah, c'est difficile de reproduire 10% l'année suivante parce qu'il faut rajouter 10% par-dessus les 10% de l'année précédente. Donc, mécaniquement, vous avez tendance à avoir une inflation qui baisse. Et la deuxième raison, qui est beaucoup plus fondamentale, mais qu'on avait déjà évoquée, c'est que là, sur le graphique de gauche, vous avez le prix des matières premières illustré par un indice qui représente 24 principales matières premières dans le monde, qui est le Bloomberg Commodity Index. Et en bleu, vous avez le pétrole. Bon, vous l'avez sur longue période à gauche et sur plus courte période à droite. Et ce que vous voyez, c'est que depuis la crise ukrainienne, les prix sur toutes les matières premières baissent et baissent assez nettement. On est sur vous voyez que le Bloomberg Commodity Index, depuis ses plus hauts de juin 2022, il perd 29%. Donc évidemment, ça c'est un facteur très important de baisse de l'inflation. Le pétrole a très nettement baissé lui aussi, hein, il a baissé 35% depuis ses plus hauts.
Et pour l'instant, les deux sont plutôt en tendance baissière, hein, et avec un ralentissement économique qui continue qui se confirme en Europe, une croissance économique chinoise qui est un très gros consommateur, évidemment, qui représente plus de 50% de la consommation des métaux, par exemple, une croissance chinoise qui est en berne, et des États-Unis qui vont sans doute plafonner au niveau croissance. On n'a pas trop de raison de voir les matières premières ou les matières énergétiques rebondir. Le pétrole peut faire exception si jamais un risque Moyen-Orient, par exemple, se matérialise. Mais de manière fondamentale, on n'a pas de raison de voir les matières premières rebondir violemment. Et on a souhaité mettre aussi les prix alimentaires, parce que les prix alimentaires étaient un gros sujet, notamment auprès de la grande distribution. Vous voyez que les prix alimentaires aussi, ils ont beaucoup baissé. Et l'idée, c'est que, évidemment, les prix des matières premières mettent un peu de temps à se traduire par des baisses de prix dans les magasins, mais ça devrait commencer à arriver. Sur le graphique de droite, on voit en zone euro, par exemple, que le pouvoir de fixation des prix des entreprises commence à se réduire, hein. Vous avez peut-être entendu, il y a 2 semaines, la grande distribution a terminé ses discussions avec un certain nombre de fournisseurs, notamment les PME. Et a priori, ça s'est traduit par, au cours des négociations annuelles pour les hausses de prix, ça se traduit par au mieux, des prix stables pour les PME et au pire, par des prix en baisse. Donc, clairement, il commence à y avoir des pressions à la baisse sur les prix un peu partout, sachant que notamment le consommateur européen est quand même un peu plus en difficulté et que les entreprises ont tellement monté les prix depuis 18 mois que ça commence à être compliqué d'expliquer qu'il faut les monter davantage alors que leurs marges se sont améliorées. Et enfin, dernière chose, c'est que vous voyez sur la gauche que les pressions sur les chaînes d'approvisionnement, là aussi, ont disparu. Donc, on n'a plus d'inflation liée à des manques ou à des délais sur les outils de production. Donc, normalement, l'inflation devrait poursuivre sur sa trajectoire baissière, ce qui est une bonne chose, là aussi, pour les taux d'intérêt. Et enfin, pour terminer sur ces sujets-là, et sur les sujets économiques, la baisse de l'inflation, c'est ce qui doit permettre aux banques centrales de réduire ces taux d'intérêt, puisque les hausses de taux d'intérêt, comme on l'a mentionné, l'objectif, c'est de baisser l'inflation. Donc, une fois que l'inflation baisse, les banques centrales devraient pouvoir commencer à baisser les taux d'intérêt pour soutenir l'activité économique. Et c'est pour ça que les investisseurs, 100% a estimé qu'en 2024, il y aura une baisse des taux. Et là-dessus, on est assez d'accord, hein, puisque nous, on continue de penser que l'inflation va baisser. Donc, les taux d'intérêt vont baisser en 2024. Pour nous, ça ne fait pas de doute, à moins qu'on ait une très mauvaise surprise sur l'inflation. Donc, ce sera une bonne nouvelle pour les actifs de marché et ce sera une bonne nouvelle aussi pour l'économie, puisque qui dit baisse de taux d'intérêt dit soutien de l'économie. Maintenant, on a souhaité faire un petit point sur... Alors, il y a des risques et des aléas, évidemment, dans le marché et dans l'économie, comme toujours, hein. Je parlais tout à l'heure du Moyen-Orient qui pourrait avoir un impact sur les prix du pétrole. On peut citer la Chine et éventuellement les relations avec Taïwan. À court terme, nous, on estime que le risque d'un vrai conflit entre la Chine et Taïwan est relativement faible parce que la Chine a déjà des problématiques économiques à régler et que c'est pas le moment peut-être de subir des sanctions économiques. Mais le risque peut-être le plus probable dans l'année qui vient, c'est une élection de Donald Trump. Alors pour l'instant, les bookmakers donnent Donald Trump. Alors, d'abord, première chose, les premières primaires ont l'air de dire que Donald Trump sera le candidat des Républicains. Et la deuxième chose, c'est que pour l'instant, on ne va pas écouter les sondages, on va écouter les bookmakers. Les bookmakers sont à 50-50 pour l'instant sur une victoire Donald Trump ou Joe Biden lors des prochaines élections. Bon. Mais si jamais Donald Trump venait à gagner, on va considérer que c'est un risque pour la stabilité mondiale, puisqu'il est capable de faire des déclarations à l'emporte-pièce qui perturbent un petit peu. Quelques rappels sur son premier mandat. Premièrement, politique budgétaire, c'est moins de dépenses et moins d'impôts. Bon, potentiellement, c'est aussi donc moins de déficit budgétaire, mais c'est, j'allais dire, favorable pour les entreprises américaines. Deuxième chose, politique commerciale. Bon, Trump, vous vous souvenez que il est assez brutal dans ses relations commerciales, même avec ses alliés. Donc,
Au niveau politique commercial, ça sera un sujet de tension pour tous les pays du monde. Évidemment, le America First de Donald Trump, on s'en souvient, est un sujet de tension pour la plupart des pays du monde. Donc ça aussi, il faut l'avoir bien en tête. Politique environnementale, alors évidemment, il est beaucoup moins en faveur de la transition durable, donc retour en force des énergies fossiles. Relations avec la Chine, il avait beaucoup tendu les relations avec la Chine, mais vu que Joe Biden n'a pas fait de retour en arrière, c'est pas sûr que les choses s'enveniment outre mesure, mais malgré tout, ça sera un facteur de tension. Et comme on l'a mentionné, les relations avec les partenaires deviennent aussi plus problématiques. Bon, l'idée générale derrière ce qu'on vient de mentionner, c'est que Donald Trump va provoquer des perturbations dans l'économie mondiale, dans les relations géopolitiques. Si jamais il abandonne l'Ukraine, évidemment, ça sera un sujet que l'Europe devra traiter. Et globalement, il va favoriser les US, sachant que les US sont capables pratiquement de vivre en autarcie. C'est-à-dire qu'ils ont les matières premières, énergétiques, alimentaires, ils ont l'industriel, ils ont fait de la relocalisation industrielle grâce au plan de relance et grâce au plan d'investissement en infrastructure. Donc, les États-Unis peuvent vivre un peu tout seuls. Et si on regarde ce qui s'est passé sur les marchés financiers au moment de Donald Trump, il y a eu une très grosse surperformance des États-Unis contre le reste du monde. Et avant le Covid, une très nette surperformance aussi du dollar. Et on pense que c'est ce qui pourrait se reproduire si jamais Donald Trump est élu. C'est-à-dire que le reste du monde aura beaucoup de problèmes à gérer, que ce soit l'Europe avec l'Ukraine, que ce soit la Chine avec son commerce extérieur, pendant que les investisseurs vont sans doute se rabattre sur les États-Unis comme zone défensive, parce que les entreprises américaines seront favorisées et sont capables de vivre uniquement avec les États-Unis. Elles sont beaucoup moins exportatrices. Donc, dans une allocation, c'est sûr que l'élection de Donald Trump peut pousser les investisseurs à se réfugier sur les États-Unis. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on va surveiller de près. Et la probabilité d'une élection de Donald Trump nous amènera, si elle se confirme, à sans doute être un peu plus agressif sur la zone États-Unis. Voilà, donc le scénario économique, on a passé un peu de temps, mais c'était important. Les points à retenir, c'est que pour l'instant, même s'il y a des zones en ralentissement, les banques centrales ont les moyens de faire de la relance, donc pas de scénario particulièrement négatif au point de vue économique dans le monde. Et les risques, c'est les risques, ce sont les tensions au Moyen-Orient, ce sont les élections américaines. Et le dernier risque, ça serait une inflation trop résistante, hein, ce qui est plus du tout dans les scénarios aujourd'hui. Inflation trop résistante qui aura un impact sur les taux d'intérêt, sur les économies, et qui évidemment serait une mauvaise nouvelle. Merci Damien pour ce panorama global sur les grandes zones et les tendances macroéconomiques. En guise de transition, avant de te redonner la parole sur les classes d'actifs cotées cette fois-ci, je souhaite juste rappeler à nos auditeurs que vous pouvez poser vos questions sur le bandeau de droite de votre écran, comme beaucoup l'ont déjà fait, et on se fera un plaisir d'essayer de regrouper les thèmes en fin d'intervention de Damien pour apporter les réponses à ces questions. Merci et je te repasse la parole. Alors, sur les marchés obligataires, les marchés obligataires, comme on l'a mentionné, ont eu une très bonne année 2023. Donc, j'allais dire, le ratio au rendement risque est forcément un petit peu moins favorable qu'au début de l'année 2023, mais il en demeure pas moins, à notre sens, assez intéressant. Vous voyez sur le graphique de droite qui représente les rendements obligataires de la zone euro, avec en vert canard les rendements obligataires actuels. Sur la partie investment grade, c'est-à-dire la partie la moins risquée dans les entreprises, donc les très grandes entreprises, on est quand même pratiquement à 4% de rendement aujourd'hui sur des entreprises avec à peu près aucun risque de défaut, hein, c'est-à-dire des Sanofi, des Total, des très grandes entreprises. Donc c'est un rendement élevé et surtout c'est un rendement supérieur à l'inflation. Et sur la partie des obligations un peu plus risquées, mais bon, tout est relatif parce que dans la partie haut rendement, on trouve quand même un certain nombre de moyennes entreprises avec des bilans extrêmement sains. Certes, on n'est plus aux 7% de début 2023,
mais on est encore pas loin de 6% de rendement. Donc, on est sur des niveaux de rendement qui sont élevés et qui offrent donc un portage important et à notre avis qui sur 2024 va rester très intéressant. Et la deuxième chose, c'est que si les taux d'intérêt se mettent à baisser, comme c'est notre scénario, à ce portage récurrent, il faudra ajouter du gain sur la valeur faciale des obligations. Sans rentrer dans les détails, quand les taux d'intérêt montent, ça fait baisser la valeur des obligations, ce qui avait énormément pesé sur la valeur des obligations en 2022, qui avait été une année noire pour le marché obligataire, ce qui a beaucoup favorisé le marché obligataire à la fin de 2023, c'est la baisse des taux d'intérêt. Et donc, si en 2024, les taux d'intérêt baissent, normalement, les taux de portage qu'on vient d'évoquer de pratiquement 4 sur l'investment grade et de pratiquement 6 sur le haut rendement, ces potentiels de rendement seront améliorés par la baisse des taux d'intérêt. Donc, j'allais dire, c'est assez simple, c'est assez simpliste comme raisonnement, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas de stress particulier dans l'économie, donc pas de crainte ou pas d'augmentation des craintes de voir les émetteurs obligataires être en difficulté pour rembourser leurs crédits, le rendement 2024 sur la partie obligataire sera très intéressant. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a deux éléments qui sont très importants pour le marché obligataire. C'est les taux du marché des États, qui sont considérés comme les taux sans risque. Donc, c'est les taux qu'on vient d'évoquer et qui sont assez liés aux politiques des banques centrales. Et la deuxième chose, c'est les primes de risque. Les primes de risque, c'est la perception des investisseurs sur le risque de voir leur créance ne pas être remboursée par les émetteurs. Bon, alors cette prime de risque, elle a plutôt baissé ces derniers mois, ce qui a été très favorable au marché obligataire. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est à 3,9% sur les primes de risque sur le haut rendement. C'est à peu près la moyenne historique. C'est un peu inférieur à la moyenne historique. Donc, là-dessus, on gagnera plus. Enfin, à notre avis, on gagnera plus sur la valeur des obligations. Donc, là où on gagnera, c'est clairement sur les taux liés aux banques centrales et sur le rendement. À partir du moment où, comme je l'ai mentionné, on n'a pas de mauvaise surprise sur l'économie ni sur l'inflation, le rendement affiché par les obligations aujourd'hui sera financé et même sera normalement un minimum. Donc, nous restons encore une fois assez favorables au marché obligataire en 2024 parce que le rendement espéré va être très nettement supérieur à l'inflation pour un risque qui nous paraît relativement faible parce que pour l'instant, dans notre scénario économique, on a clairement pas de raison d'anticiper une récession forte pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Là, on a un peu, c'est la synthèse de ce qu'on vient d'évoquer. C'est les quatre différents scénarios sur le marché obligataire. Bon, on vient de l'évoquer. Je pense que vous aurez accès à la présentation, donc vous pourrez regarder en détail les quatre différents scénarios. Mais pour résumer, vous voyez que la situation sur le marché obligataire nous paraît relativement simple. Le vrai élément de risque, c'est une récession forte ou c'est l'inflation qui repart à la hausse, ce qui aujourd'hui n'est pas du tout dans les cartes. Donc, ça nous permet de passer assez rapidement au marché action où peut-être il y a peut-être un peu plus d'incertitude. Bon, les marchés actions, dans le détail, vous voyez qu'on a eu des performances très satisfaisantes l'année dernière, avec un Nasdaq qui a lui, beaucoup plus tiré à la hausse, puisqu'il a augmenté de plus de 40% l'année dernière. Alors, on sait pourquoi, c'est toujours les mêmes valeurs qui tirent l'indice, c'est les grosses valeurs technologiques américaines. Alors, on a un Nasdaq à 40, on a un marché japonais qui a fait une très bonne année à pratiquement 30% de hausse. Un marché, le S&P 500, 25%, et les marchés européens ont été en nette hausse, mais un peu moins à la fête, avec des hausses entre 16 et 20%. Et l'Asie, évidemment, tirée vers le bas par la Chine, fait une petite hausse de 3%, mais bon, la Chine, comme on l'a mentionné, une baisse de 19%. Alors, premier élément, évidemment, toujours dans les fondamentaux, c'est les valorisations. Pour faire une première remarque,
D'abord, vous voyez que l'Eurostoxx, alors là, on parle de PER, donc le PER, c'est le multiple le plus simple, hein, c'est le nombre d'années de bénéfices que vous allez payer quand vous achetez une entreprise. Et vous voyez que l'Eurostoxx, donc qui représente les 300 principales valeurs européennes, est à 12 de PE, un peu plus de 12. Ça veut dire que quand vous achetez le panier Eurostoxx, vous achetez 12 années de résultats. Aux États-Unis, on est autour de 20 années de résultats sur le S&P 500. Et sur les fameuses Magnificent Seven, qui sont donc Microsoft, Alphabet, Nvidia, Apple, Tesla, Amazon et Meta, on est à pratiquement 28 années de résultats. Bon, deux remarques. D'abord, l'Eurostoxx est à un niveau qui n'est pas très élevé et qui est même plutôt inférieur à la moyenne historique. Hein. La moyenne historique, c'est plutôt aux alentours de 13, 13,5. Donc, le marché européen n'est pas très cher. Et la deuxième remarque, c'est que vous voyez que le S&P 500 n'est en fait pas si cher que ça non plus si on le retraite des 7 fameuses valeurs technologiques. Si on prend un S&P 500 où on répartit le poids équitablement entre les 500 composants, vous voyez qu'on est à 16,4. Ça veut dire qu'on est à un niveau à peu près conforme à l'historique. Donc, en apparence, l'indice est peut-être cher, mais la réalité, c'est qu'en sous-jacent, il y a beaucoup de titres, et c'est vrai en Europe comme aux États-Unis, il y a beaucoup de titres qui sont pas très chers. Alors, on reviendra sur le sujet des valos juste après, mais sur les actions, bon, les indices ne sont pas très chers, mais on a parlé d'optimisme sur les scénarios économiques au début de la présentation, et cet optimisme, il se retrouve un petit peu dans les anticipations de résultats des entreprises. C'est-à-dire que si vous regardez le S&P 500, les analystes attendent 11% de croissance de résultats en 2024. Alors clairement, 11% de croissance, c'est pas exactement des croissances de récession. Hein. Si on attendait une récession aux États-Unis, on aurait plutôt des attentes à la baisse et des baisses de résultats sur le S&P 500. Aujourd'hui, on est à plus 11. Ça nous paraît relativement optimiste. Ça nous paraît pas très compatible avec un éventuel ralentissement économique. Et en Europe, on est un peu dans la même situation, c'est-à-dire que on est que, j'allais dire, à 3% d'attente de croissance des bénéfices en Europe, mais ces 3% font suite à 10% de croissance en 2023. Donc là aussi, en Europe, on n'est pas vraiment sur des anticipations de récession. Hein. On est sur des attentes aussi bien aux États-Unis qu'en Europe d'entreprises qui vont augmenter leurs bénéfices. Et augmenter leurs bénéfices dans un contexte où leurs marges sont déjà à des niveaux historiquement élevés. Hein. On le sait, les entreprises, l'année dernière et l'année d'avant, ont fortement augmenté leur prix de vente et ça a eu un impact très positif sur leurs résultats et sur leurs marges. Sauf que on a le sentiment que on est arrivé un peu au bout du potentiel d'amélioration des marges par les prix de vente, hein, puisque la pression commence à augmenter sur les prix et puis le consommateur commence à tirer un peu la langue. Donc, ça nous paraît difficile d'avoir des bonnes surprises sur les marges. Et le risque, c'est que si jamais l'économie ralentit un petit peu aux États-Unis et que du coup la pression augmente sur les prix de vente, ben, les marges risquent de baisser. Et si les marges baissent, ça a un impact très rapide sur les anticipations de résultats. Et donc, ça entraînerait les anticipations à la baisse. Alors, on vient de commencer la période de publication des entreprises pour le dernier trimestre 2023. Donc, elles vont commencer à donner des indications sur 2024. Pour l'instant, on a du bon et du moins bon. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de résultats, mais on a eu des entreprises techno qui ont publié des bons résultats. Ce matin, on a des entreprises comme STMicroelectronics qui sont des chouchous du marché, mais plutôt côté technologique, qui ont publié des résultats décevants. Donc, pour nous, dans les prochaines semaines, il y a un risque que les analystes et les prévisionnistes révisent un petit peu à la baisse leurs attentes. Et s'ils révisent un petit peu à la baisse leurs attentes, en général, ça se traduit par des baisses des marchés actions. Alors, depuis le début de l'année, on a un marché européen qui a du mal à monter, malgré un prix affiché des multiples qui sont pas très élevés. On a un marché américain qui recommence à décoller, mais qui décolle uniquement avec les valeurs technologiques. Et on voudrait mettre l'accent sur un élément important, c'est que en 2023, et c'était le cas déjà l'année précédente, on a des hausses d'indices qui sont très, très concentrées. Vous voyez sur le graphique de gauche, vous avez les performances du S&P 500 en orange, du S&P 500 Equal Weight en tiret orange, donc ça veut dire un S&P 500 qui serait
j'allais dire, délesté du poids des grosses valeurs technologiques. Et en bleu, vous avez un indice avec 2000 valeurs, donc plein de valeurs de plein de secteurs différents. Bon, le S&P 500 monte de 24, mais les indices avec des valeurs plus petites et moyennes n'augmentent que de 12 à 15%. Si on regarde, et sur 2 ans, vous voyez sur 2 ans, le constat est encore pire, puisque vous avez un S&P 500 qui est à 0, mais vous avez des valeurs petites et moyennes qui est à moins 10. Donc sur 2 ans, si vous étiez un investisseur diversifié sur différents types de capitalisation, vous perdiez de l'argent aux États-Unis. En Europe, on a un peu le même constat, même pire. Vous voyez qu'en 2023, le CAC 40 fait 17% de hausse et le CAC 40 mid et small fait plus 1%. Ça veut dire que les petites et moyennes valeurs n'enregistrent pas de hausse de leur cours de bourse en 2023. Et sur 2 ans, on a le même constat qu'aux États-Unis. On a un CAC 40 qui est en hausse de 5%. Et on a des petites et moyennes valeurs qui sont en baisse de 13%. Et en fait, il y a une chose sur laquelle, et qui représente pour nous une opportunité sur 2024, c'est que bon, on a vu que les petites et moyennes valeurs avaient très très nettement sous-performé depuis 2 ans. Et en fait, il y a une très forte corrélation entre la performance des petites et moyennes valeurs et les taux d'intérêt. Là, vous voyez en orange la performance relative des petites et moyennes valeurs par rapport aux grosses. Vous voyez qu'historiquement, les petites et moyennes valeurs, normalement, ont le plus souvent surperformé et ont eu des meilleures performances boursières que les grandes capitalisations. Mais on était dans une phase où les taux d'intérêt baissaient. La courbe bleue, c'est les taux d'intérêt allemands, mais en sens inverse. Donc, quand la courbe monte, ça veut dire que les taux baissent. Bon, et on voit très clairement qu'il y a une très forte corrélation entre les taux d'intérêt et la performance des petites et moyennes valeurs. En 2021, 22, 23, les petites et moyennes valeurs sous-performent très nettement parce que les taux d'intérêt montent. Et ça s'explique pourquoi? Ça s'explique parce que les petites et moyennes valeurs sont beaucoup plus sensibles au cycle économique parce qu'elles sont moins bien diversifiées, plus domestiques. Et la deuxième chose, c'est qu'elles ont souvent beaucoup moins de pouvoir de négociation avec les banques. Donc, quand les taux commencent à monter, les investisseurs prennent peur et ils vendent les petites et moyennes valeurs. Et dans un scénario de baisse de taux d'intérêt, on estime que les petites et moyennes valeurs devraient rattraper une grande partie de leur retard, sachant qu'aujourd'hui, si vous regardez ce graphique-là qui représente la valorisation relative des petites et moyennes valeurs par rapport aux grosses, on est vraiment sur un très bas de fourchette historique, puisqu'on revient au niveau de 2009, qui était un niveau de crise, hein, donc qui avait entraîné une très forte sous-performance, là aussi des petites et moyennes. Mais une fois de plus, dans un contexte où les taux d'intérêt doivent baisser, on n'a pas de doute, sauf problème économique et récession forte, sur le fait que les petites et moyennes valeurs vont rattraper une partie de leur retard. Ce qui en synthèse nous donne sur le scénario économique, bon, comme on le mentionnait, pas de crainte particulière. Il peut y avoir un ralentissement, mais les banques centrales sont là pour éventuellement baisser les taux, alors que les taux d'intérêt sont très élevés aujourd'hui. Et quand elles baisseront les taux, ça soutiendra l'activité économique. Et ce scénario économique se traduit par pas de crainte particulière sur la partie action, mais en revanche, à très court terme, bon, on trouve que le scénario est potentiellement un petit peu optimiste, donc nous restons un petit peu sous-pondérés sur la part action en attendant que le consensus révise un petit peu à la baisse ses attentes sur 2024. En revanche, toujours un marché obligataire que nous estimons très attrayant, donc encore relativement agressif sur la poche obligataire, aussi bien sur la partie la plus prudente que sur la partie haut rendement qui nous a très bien réussi en 2023. Et à moyen terme, ça nous donne une image avec une croissance économique qui potentiellement sera pas exubérante, même si on peut avoir des bonnes surprises avec ça peut venir de gains de productivité par l'intelligence artificielle, hein, qui est pas forcément qu'une catastrophe pour les travailleurs. Hein. L'intelligence artificielle, c'est quand même un gros facteur de gain de productivité. Et qui dit gain de productivité dit poursuite de la baisse de l'inflation. Donc baisse de taux d'intérêt, croissance économique qui résiste bien, et reprise de cycle d'investissement de la part des entreprises qui provoquerait un nouveau cycle boursier. Bon, on n'en est pas encore là, j'allais dire, on se concentre pour l'instant sur l'année 2024, avec comme les principaux éléments de risque un éventuel retour de l'inflation, mais même si pour l'instant personne ne l'envisage, un risque Moyen-Orient qui pourrait se retrouver dans le prix du pétrole,
Les élections. Alors, on a parlé de Donald Trump, mais il y a quand même beaucoup de pays qui vont traverser des élections dans les prochains mois. On peut citer l'Inde, notamment, qui est un grand pays et maintenant une grosse puissance économique. Un ralentissement éventuel en Chine, un ralentissement éventuel aux États-Unis. Voilà. Donc, je suis ouvert aux questions, Maxime. Merci beaucoup, Damien, pour ce panorama de synthèse. Effectivement, on a reçu pas mal de questions. La première que j'ai envie de te poser, c'est finalement, on a vécu un choc de hausse de taux à la fois très rapide et très violent dans les premiers mois de l'année 2023. Ça a été favorable à l'investisseur et notamment à la rémunération des liquidités, que ce soit les SICAV monétaires qui ont retrouvé beaucoup d'attrait pour les investisseurs, mais aussi les placements bancaires et notamment les dépôts à terme. Quel est le consensus? Tu as parlé de baisse des marchés, donc je crois que elle est assez consensuelle, elle est attendue. On va parler que de l'Europe, parce que je pense que c'est quand même la devise de référence de beaucoup de nos investisseurs. Qu'en attendre, et étant donné que effectivement les rendements étaient particulièrement attractifs, comment anticiper cette baisse de taux et comment se prémunir contre cette baisse de taux? Oui. Alors le consensus, il est clairement aux baisses de taux. Alors si on rentre un tout petit peu dans les détails, le marché est peut-être un petit peu optimiste sur les baisses de taux, puisqu'on a un consensus qui anticipe entre 4 et 5 baisses de taux l'année prochaine de la part des banques centrales, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Alors, à chaque fois, des baisses de taux de 0,25, ça veut dire on est sur des baisses de taux entre 1 et 1,5%, on va dire, sur 2024. Alors, comme on l'a mentionné, ce sera une bonne chose pour les obligations, puisque ça va tirer la valeur faciale des obligations à la hausse. En revanche, évidemment, au fur et à mesure que les taux vont baisser, les taux de rémunération de placement court terme vont baisser également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si vous achetez des obligations très courtes qui seront remboursées dans 6 mois, ben vous avez un rendement qui est relativement intéressant, mais dans 6 mois, vous vous refinancerez, vous replacerez votre argent à des niveaux qui sont bien inférieurs, potentiellement 1, 1,5, 2% inférieurs. Donc ça, c'est vrai sur les marchés obligataires courts, mais c'est vrai aussi, par exemple, sur les placements, les dépôts à terme, par exemple. Aujourd'hui, vous avez des dépôts à terme qui rémunèrent bien. Les dépôts à terme, en général, c'est des périodes plus ou moins courtes. Donc, ça veut dire que si vous placez aujourd'hui si vous avez un dépôt à terme aujourd'hui qui vous rémunère 4%, il y a toutes les chances pour que dans 6 mois, il vous rémunère que 3%. Et c'est là où nous, on estime qu'il vaut mieux acheter des obligations que de placer son argent sur du monétaire ou du dépôt à terme. C'est qu'en achetant des obligations aujourd'hui, vous allez bloquer une rémunération sur 3, 4, 5 ans. C'est-à-dire que si vous achetez de l'obligation investment grade qui vous rapporte du 3,7 ou du 4%, ça, ce sont des rendements qui sont calculés sur une durée moyenne de 4 à 5 ans. Ça veut dire que en théorie, si vous gardez vos obligations, vous allez toucher 3,7-4% au minimum sur les 3, 4, 5 ans qui viennent. Hein, donc, et si vous faites la même chose sur du haut rendement, ben vous allez toucher 5,5-6% pour les 4-5 années qui viennent. Alors que si vous faites du dépôt à terme, ben, vous avez l'incertitude que dans 6 mois, vous allez peut-être potentiellement réinvestir avec des taux d'intérêt qui seront beaucoup moins intéressants. Donc, le consensus, il est à la baisse des taux. Pour nous, ça ne fait aucun doute qu'il va y avoir des baisses de taux. Une fois de plus, à moins qu'on ait vraiment des très mauvaises surprises sur l'inflation, ce qui pour l'instant n'est pas du tout dans les cartes. Merci Damien. Une deuxième question, tu as évoqué les risques géopolitiques qui sont nombreux et il y a plusieurs foyers effectivement de risques qu'on observe, que ce soit au Moyen-Orient, en Ukraine bien sûr, dont la situation est encore terrible, en Chine avec Taïwan également. L'or, dans ce contexte, est-ce bien hedge encore ou pas, autour de $2000? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors l'or, on en avait eu dans nos portefeuilles il y a quelques années et ça fait maintenant facilement 2 ans qu'on n'en avait plus. Paradoxalement, alors avec tous les problèmes géopolitiques qu'il y a pu y avoir ces 2 dernières années, que ce soit l'Ukraine, les tensions en Chine, le Moyen-Orient, etc., l'or réagit très peu depuis quelques années au stress géopolitique. Là où il y a une vraie corrélation,
est un vrai moteur de performance de l'or depuis quelques années, c'est une corrélation inverse avec les taux d'intérêt. C'est-à-dire que quand les taux d'intérêt montent, l'or baisse, et quand les taux d'intérêt baissent, l'or monte. Et alors, une des raisons qui peut expliquer ça, qui peut paraître un peu comme explication un peu légère, mais c'est ce à quoi les investisseurs s'attachent aujourd'hui, c'est que comme l'or n'a pas de rémunération, par défaut, quand les taux montent, l'or devient de moins en moins intéressant. Et quand les taux baissent, l'or finalement devient un arbitrage moins défavorable. Et on l'a constaté depuis 4-5 mois, alors que les anticipations des marchés ont commencé à être à la baisse des taux d'intérêt, l'or s'est mis à monter. Donc, dans un scénario de baisse de taux, et avec potentiellement quand même, malgré tout, à l'arrière de nos têtes, l'élection de Donald Trump et les répercussions que ça pourrait avoir sur la gestion de la crise ukrainienne, l'or recommence potentiellement à être un petit hedge qui ne nous paraît pas inintéressant. Donc, on commence à se réintéresser à l'or dans nos allocations et sans doute, et on commence à recommander de mettre un petit peu d'or dans les portefeuilles parce que les taux baissent et puis parce qu'il y aura le problème ukrainien et que ça peut avoir quand même malgré tout un impact sur le cours de l'or. Peut-être une dernière question, en tout cas pour cette webconférence, puisque nous atteignons l'heure et on va essayer de maintenir cette heure sur les actions. Cette fois, tu as bien présenté la situation de la Chine. On nous interroge pour savoir si serait-ce un point d'entrée et qu'est-ce qui pourrait permettre de se dire que on peut réinvestir plus sereinement sur les actions chinoises après les déceptions du parcours récent. Le sujet des actions chinoises, je dois dire, est assez difficile parce que c'est un marché très psychologique et assez géopolitique aussi. Alors, il y a eu un certain nombre de faux départs en plus sur le marché chinois. Comme on l'a mentionné, pour l'instant, nous ne voyons pas de catalyseur à court terme sur la Chine, à moins que le gouvernement se décide à agir de manière un peu plus ferme. Alors, comme on l'a mentionné, il y a eu une première décision il y a 2 jours et des premières annonces sur le soutien des marchés, notamment le soutien pur et dur du marché action chinoise qui a provoqué un fort rebond du marché chinois en 3 jours, qui a repris 6 ou 7% en 3 jours. Mais un investissement sur le marché chinois restera dans les prochains mois très très dépendant des décisions politiques. Donc on n'a pas beaucoup de prise sur l'avenir du marché chinois parce que ça va rester très politique. Maintenant, au niveau valorisation, mais on voit que ça n'a pas empêché le marché chinois de baisser, au niveau valorisation, on est à des plus bas de 20 ans. Donc, le marché chinois est au tapis. Donc, en cas de bonne nouvelle, en cas de soutien un peu plus fort, il pourrait très bien décoller de manière violente parce qu'il est vraiment extrêmement bas. Mais on a très très peu de visibilité sur ce qui va se passer. Très clair. Merci beaucoup, Damien. Il est 10h03, on va conclure cette intervention. Alors, on n'aura pas pu répondre à toutes les questions, mais nous les avons notées. Elles seront transmises à vos interlocuteurs chez Mescar qui vous en apporteront les réponses. Donc, on retiendra de ton propos, je ne vais pas me livrer à une synthèse qui serait risquée pour moi, mais finalement un sentiment d'un scénario de ralentissement économique au niveau mondial plutôt ordonné et pas nécessairement à ce point inquiétant pour les marchés financiers. Une classe d'actifs obligataires qui reste particulièrement attrayante, en particulier si on envisage, comme c'est le cas du consensus et notre vision également d'une baisse des taux ordonnés que l'on s'apprête à avoir, et donc de l'intérêt de placer effectivement ces capitaux dans un terme un peu plus long. Et sur les actions, un optimisme relatif effectivement aussi, en particulier quelques thématiques et notamment les petites moyennes capitalisations qui, comme tu l'as dit, dans un scénario d'atterrissage plutôt ordonnées pourraient rattraper le retard qu'elles ont accumulé dans les derniers mois. Voilà, il manque beaucoup d'éléments puisque ta présentation était très complète, mais en tout cas, voilà, c'est une bonne synthèse. En petite synthèse, voilà ce que je voulais indiquer. Toutes les équipes, évidemment, sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos réflexions, pour creuser tous ces sujets-là en ce début d'année et adapter vos allocations d'actifs au gré de vos projets et de votre appétit au risque. Merci d'avoir assisté à cette webconférence. Le replay sera disponible très prochainement. Nous vous enverrons le lien ainsi que la présentation. Donc,
Sur ces propos, nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne fin de semaine et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.